samedi 19 mai, bonsoir. C'est sous la pluie qui arrose en ce moment même certains quartiers de Bamako que nous vous souhaitons la bienvenue dans ce journal. Les émissaires de la CEDEAO sont de retour à Bamako pour poursuivre la médiation avec le CNRDRE. Ils sont arrivés en début de soirée à Bamako. Dès leur arrivée, ils ont été reçus par le président de la République par intérim, le professeur Diankounda Traoré, à sa résidence. Après 1 heure d'entretien, rien n'a filtré de cet entretien entre le président de la République par intérim et les émissaires de la CEDEAO, qui se sont ensuite rendus à Kati pour rencontrer le président du CNRDRE, le capitaine Amadou Aya Sanogo. Le CNRDRE adhère aux dispositions que les chefs d'État de la CEDEAO ont prises pour accompagner le processus de transition au Mali. C'est le ministre burkinabé des Affaires étrangères qui l'annonce. Le capitaine Amadou Aya Sanogo, président du CNRDRE, se dit, lui, satisfait des négociations en cours. Je vous propose d'écouter Djibril Basselé, le ministre burkinabé, et le capitaine Amadou Aya Sanogo, président du CNRDRE. Ils sont au micro de Ibrahima Traoré. Nous sommes venus pour continuer justement le dialogue et la concertation avec le capitaine Sanogo et l'ensemble des officiers membres du CNRDRE dans le but de trouver une solution à la gestion de la transition. Les discussions se sont très bien passées. Nous continuerons bien sûr dans les heures, les jours à venir à nous concerter. Mais je peux d'ores et déjà annoncer que nous sommes parvenus à une convergence de nos points de vue. Le capitaine Sanogo et les membres du CNRDRE adhèrent aux dispositions que les chefs d'État de la CEDEAO ont prises pour accompagner ce processus de transition. Naturellement, nous avons un certain nombre de dispositions d'accompagnement à mettre au point et nous resterons à Bamako le temps que cela est nécessaire pour que, au sortir de ces discussions, les institutions de la République soient stabilisées, toutes les garanties et toutes les mesures d'accompagnement qui ont été prévues soient adoptées afin que le Mali puisse entrer dans une phase réellement apaisée de cette transition, que la coopération avec la CEDEAO et la communauté internationale soit renforcée afin que nous puissions tous ensemble faire face au problème du Nord qui est le véritable problème qui doit réunir nos efforts. Depuis le début du processus de mise en œuvre de l'accord cadre, nous avons toujours eu satisfaction, comme je l'ai dit, avec les médiateurs qui viennent au nom bien sûr des chefs d'État de la CEDEAO. Et aujourd'hui, ce n'était qu'une continuité encore de un principe. Et je vous dis d'ores et déjà que accord de principe a été trouvé et on continuera à travailler dans les heures qui viennent. Et le monde, le public malien et puis sur le plan international, vous serez de plus en plus édifiés sur tout ce que son Excellence vient de dire. Et sinon, en général, tout va bien. Et quel message vous avez à l'endroit de la population malienne aujourd'hui, de vos compatriotes? Et si j'ai un message, c'est le même message que j'ai toujours tenu. De toute façon, à travers ce processus, on a posé ce acte qu'on a trouvé quand même salvateur pour le pays. Et en aucun moment, on ne va poser encore un autre acte qui peut quand même amener à plus de souffrance parce qu'il y a eu des problèmes d'interprétation, mais c'est qui est sûr, votre armée est là et puis sa mission et ses objectifs demeurent. Il s'agit bien sûr de recouvrir l'intégrité du territoire et ce qui est primordial pour nous. Donc, de ce fait, si j'ai un message à lancer, c'est qu'on comprenne que tout acte ou toute décision que nous on doit prendre ici n'ira que dans le sens bien sûr de l'intérêt supérieur de la nation. Voilà à l'instant le ministre burkinabé Djibril Basselé et le capitaine Amadou Aya Sanogo, président du CNRDRE. Principale information issue de cet entretien, le CNRDRE adhère aux dispositions prises par la CEDEAO dans le processus de transition au Mali. Nous y reviendrons bien entendu dans nos éditions de demain avec notre reporter Ibrahima Traoré.
Avant de revenir à l'actualité nationale, parlons football avec la finale de la Ligue des Champions que vous avez suivie en direct sur nos antennes. Une finale qui a vu la victoire de Chelsea 4-3 au tir au but face au FC Bayern de Munich. Un but partout à l'issue du temps réglementaire et des prolongations. C'est la première fois que Chelsea remporte la Ligue des Champions d'Europe. Bravo à Chelsea. Retour à l'actualité nationale. La vigilance doit être de mise pour que la profanation des mausolées des saints de Tombouctou ne se répète plus. Propos de la sous-directrice générale du département Afrique de l'UNESCO. C'était lors d'une rencontre avec le Premier ministre. C'était à la primature. C'était en présence aussi de plusieurs membres du gouvernement. Le reportage de Daouda Sidiki Diarra. Faire le maximum pour sauver les manuscrits et les mausolées des saints de Tombouctou ainsi que les tombeaux des Askia de Gao, classés patrimoine de l'humanité, voilà l'essence donnée à cette rencontre que le Premier ministre a eue avec une délégation de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, UNESCO. Face à la destruction de ce patrimoine culturel qui constitue un domaine d'intérêt public, l'UNESCO a adressé un message de solidarité au peuple malien. L'UNESCO est très préoccupé par la situation et ce qui s'est passé le vendredi 4 mai a créé beaucoup d'émotions dans la communauté internationale, dont l'UNESCO. Et c'est dans ce sens que nous avons été saisis par le gouvernement du Mali à travers Madame la ministre de la Culture et de l'Artisanat. Et nous avons donc monté cette mission très rapidement pour discuter avec le Premier ministre et tous les ministres concernés sur cette situation. Comment est-ce que nous pouvons mettre nos efforts ensemble pour nous assurer que ce qui s'est passé le 4 mai ne se reproduira plus à Tombouctou, mais aussi dans tous les sites classés patrimoine de l'humanité. Nous avons envisagé de faire déposer peut-être une plainte, si c'est possible, selon les règlements qui nous sont donnés, et également de voir dans quelle mesure l'UNESCO pourrait apporter son aide dans la protection de ces monuments et de ces sites concernés, bafoués aujourd'hui. Le Mali est un pays de tolérance. Nous sommes un pays laïque. Nous devons non seulement nous respecter les uns les autres, nous devons également respecter les cultures des uns et des autres. Alors, nous sommes tous appelés à partir un jour, mais on laisse des traces. Et ces traces-là, si ça disparaît, qu'est-ce qui va interpréter l'histoire? La vigilance doit être désormais de mise pour que ce qui est arrivé à Tombouctou ne se répète plus. Vote hier à l'unanimité par l'Assemblée nationale du projet de loi portant amnistie des auteurs des événements ayant abouti à la démission du président de la République. La présente amnistie bénéficie aux officiers, sous-officiers, hommes de rang et toute autre personne ayant pris part à la mutinerie du 22 mars dernier. L'adoption de cette loi vise surtout l'apaisement du climat social et politique au Mali. Le compte-rendu de Ibrahima Traoré. Voici les résultats. Pour 122, contre 0, abstention 0, non votant 0. Le projet a été adopté. Les auteurs de la mutinerie du 22 mars dernier et leurs associés. Ils sont désormais amnistiés par une loi adoptée à l'unanimité des 122 députés présents à l'Assemblée nationale. 3 articles composent cette loi d'amnistie. Le premier traite des infractions, de leur tentative et leur complicité. Le second prévoit l'extension de la loi d'amnistie aux fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles que les infractions peuvent engendrer. Le dernier article détermine les personnes bénéficiaires de la loi d'amnistie. Justement, à ce niveau, le rapport de la commission loi estime qu'il serait fastidieux d'établir la liste. Il n'est pas nécessaire de définir une liste. C'est des faits qui ont été amnistiés. Il s'agit d'une amnistie réelle. C'est des faits commis entre le 21 mars, date du début de la mutinerie, et le 12 avril, date de prestation du président intérimaire. Tous les faits commis dans cette période en lien avec la mutinerie sont amnistiés. Il n'y a quasiment pas eu de débat autour de la question et c'est au nom de la paix sociale que les députés disent adopter aujourd'hui cette loi d'amnistie. Le but, c'est l'apaisement.
Vous avez vu que la loi a été votée à l'unanimité, mais lors des écoutes aussi, tous ceux qui ont été entendus, que ce soit les professionnels du droit, les associations des droits de l'homme, les confessions religieuses, l'Église, le Haut Conseil islamique, tout le monde, toute la société malienne a donné son accord pour le vote de cette loi, parce qu'aujourd'hui, l'essentiel c'est l'apaisement du climat social et politique, l'essentiel c'est la paix au sud pour pouvoir reconquérir le nord. Le ministre de la Justice, venu défendre le projet de loi, s'est dit simplement fier du Parlement malien pour avoir privilégié l'intérêt supérieur de la nation. Le ministre qui est par devant vous est un homme heureux aujourd'hui dans la douleur. Oui, parce que, mesdames, messieurs les députés, vous êtes des hommes et des femmes heureux. Parce que nous savons la cause des choses. Nous savons l'essentiel, le Mali. Si je n'étais pas sûr de votre patriotisme, si je n'étais pas sûr de l'engagement que vous avez pour le Mali, je n'aurais jamais pris le risque de venir par devant vous défendre un projet de loi, sachant mieux que quiconque que nous n'avons aucune assise parlementaire. Le document présenté aux élus de la nation demande également qu'une indemnisation soit accordée aux victimes tant au plan moral que financier. Le Mali franchit ainsi un grand pas vers la résolution de la crise institutionnelle qu'il traverse depuis près de 2 mois. Quittons l'Assemblée nationale pour retourner à Kati, où le président du CNRDRE a reçu cet après-midi les familles fondatrices de Bamako. Ont également été reçus les jeunes du mouvement populaire jeunesse de Ségou, ainsi que les femmes des camps militaires. Dans la même matinée, le village de Binéou Nyakate a apporté sa contribution à l'armée malienne. Le point, c'est avec Abdraman Maïga. Le Mali sortira de la crise actuelle à travers le dialogue et l'entente entre tous ses fils et filles. Les familles fondatrices de Bamako sont allées échanger à Kati avec le capitaine Amadou Aya Sanogo, président du Comité national pour le redressement de la démocratie et la restauration de l'État. Même si rien n'a filtré de leur entretien, on peut conclure que le Mali, et seul le Mali, a dominé les débats. Les jeunes du mouvement populaire jeunesse Ségou, PJS Marche 2012 ont parcouru à pied environ 260 km, soit la distance qui sépare la capitale des Balanza Ségou à la garnison de Kati du CNDRE pour transmettre un message de soutien. La délégation a été reçue par le capitaine Amadou Aya Sanogo, président du CNDRE. La jeunesse de Ségou qui a bravé le soleil et les difficultés était venue apporter son soutien indéfectible aux membres du CNDRE et à l'ensemble des forces vives de la nation pour un Mali épris de paix et de justice. Nous exhortons la CEDEAO à s'inspirer de l'accord cadre signé le 12 avril 2012 pour aboutir à une décision partagée et éviter qu'elle ne prenne des décisions hâtives, unilatérales, voire méprisantes à l'endroit de notre souveraineté. Ils ont remis un tiwara et un drapeau au capitaine Sanogo pour sa bravoure et son patriotisme. Le président du CNDRE a remercié les jeunes marcheurs de Ségou pour leur maturité, leur esprit patriotique et de civisme. Le pays là est un et indivisible. Je l'ai dit depuis le premier jour, ma priorité c'est pas Bamako. Ma priorité c'est pas Kaï. Ma priorité c'est le nord parce que c'est là-bas où on a des familles. C'est là-bas où on a nos frères qui sont en train de souffrir. Je vous promets, je promets à ce même peuple que nous allons tout mettre en œuvre afin que vous ayez une armée républicaine, une armée discernante, capable d'avoir non seulement de faire face aux défis actuels, et aussi être en mesure d'assurer bien sûr la sécurité de toutes les personnes et de leurs biens. Pour leur part, les femmes des camps sont venues retirer leur soutien au capitaine Amadou Aya Sanogo. Il s'agit pour elles d'un soutien indéfectible à l'engagement patriotique du président du CNDRE. Enfin, l'élan de solidarité envers l'armée et le CNDRE se poursuit. Les ressortissants de Binou Nyakate en France ont remis dans ce sens une enveloppe d'1 million de francs CFA au lieutenant Amadou Konari, porte-parole du CNDRE. Le village situé dans le cercle de Nara n'entend pas rester en marge de la solidarité nationale. La coordination des associations et mouvements Appel du Mali a organisé ce matin un meeting au monument de l'indépendance où elle entend rester jusqu'à l'installation d'un président de la transition, suivant le reportage de Amadou Ouattara. Les 40 jours du président par intérim Diongouna Traoré arrivent à terme bientôt. La classe politique malienne est divisée quant au choix du nouveau président qui dirigera la transition. En prélude à tout accord éventuel, vivement attendu par les Maliens, la coordination des associations et mouvements
Appel du Mali a tenu ce meeting pour se faire entendre par l'opinion nationale. La jeunesse malienne, la jeunesse responsable et la jeunesse mûre du Mali occupe et occupera le monument de l'indépendance jusqu'au départ de M. Diongouna Traoré. Nous sommes d'accord pour l'organisation d'une consultation nationale où toutes les forces vives de la nation vont être consultées pour non seulement fixer la date de la transition, mais désigner le président de la transition. Doit être décidé par le peuple souverain du Mali. Parce qu'on parle de souveraineté, on parle de constitution, on parle de retour de l'ordre constitutionnel, on parle du président démocratiquement élu. Ce sitting qui a commencé aujourd'hui même restera en vigueur jusqu'à l'installation du président de la transition. Il concernera une centaine de jeunes qui siégeront au monument de l'indépendance. À partir de ce matin, la jeunesse a décidé de prendre ses responsabilités et d'occuper cet endroit symbolique qui est le monument de l'indépendance. Il faut rappeler que les émissaires de la CEDEAO sont encore de retour dans notre pays en vue de trouver une issue heureuse à la crise qui secoue le Mali depuis des mois. Nous restons avec la jeunesse. Des jeunes se réclamant du comité de crise des associations et organisations de la jeunesse du Mali ont organisé ce matin à la Maison de la Presse un congrès extraordinaire pour restituer, disent-ils, le Conseil national de la jeunesse du Mali aux jeunes venant réellement des organisations et associations de la jeunesse. Le compte-rendu de Nando Damélé. C'est par l'hymne national qu'ont démarré les travaux du dit congrès, lequel est initié par le comité de crise et issu de la branche dissidente du Conseil national de la jeunesse du Mali. Son thème est le CNJ au service de tous les jeunes du Mali, ce qui traduit la volonté de ces mécontents de donner une leçon à l'histoire. Nous, jeunes du Mali, sommes conscients du rôle que nous devons jouer dans ce tournant précis de l'histoire de notre pays et nous ne devons pas nous dérober si nous ne voulons pas être jugés au banc de l'histoire. Pour le président du comité de crise, il est grand temps que les jeunes ouvrent les yeux car les défis à relever sont énormes. Aujourd'hui, malgré la prédominance dans la société malienne de cette jeunesse, on est laissé pour compte. Une grande interrogation mérite d'être posée. Pourquoi cela ? Est-ce que nos porte-étendards ont failli à leur mission, oui ou non? Ces interrogations méritent d'être posées. Je vais parler du Conseil national de la jeunesse du Mali. Chers camarades, aujourd'hui, pour moi, c'est le jour de la démocratie réelle du CNJ Mali. Aujourd'hui, c'est le jour du Grand Mali. C'est le jour de la jeunesse tout entière. Les travaux qui ont enregistré la présence des délégués des régions de Kaye, Koulikoro, Sikasso, Ségou, Mopti et des 6 communes du district de Bamako se sont soldés par la mise en place d'un bureau exécutif dissident de 23 membres dirigé par Oumar Maïga pour 3 ans. Les responsables du comité syndical du personnel des radios privées du Mali viennent d'organiser une conférence de presse que nous proposerons demain dans nos éditions de demain dimanche. Le ministre de la Défense et des anciens combattants, le colonel-major Yamoussa Kamara, a reçu en fin de semaine la visite de 2 organisations de la société civile, le Conseil national de la jeunesse du Mali et l'Union nationale des femmes musulmanes du Mali, venus faire des propositions au ministre pour la libération des régions du Nord Mali. Le reportage est de Diamba Moussa Konaté. Les jeunes du Conseil national de la jeunesse du Mali et les membres de l'Union nationale des femmes musulmanes du Mali sont plus que jamais déterminés pour le retour de la paix et la stabilité dans le septentrion malien. Ils l'ont évoqué lors d'un entretien tenu avec le ministre de la Défense et des anciens combattants. Les jeunes du CNJ Mali sont mobilisés pour combattre aux côtés des militaires pour recouvrir l'intégrité territoriale du Mali. Aujourd'hui, ils sont en train de résister par rapport au pillage et à l'agression que ces bandits armés sont en train de faire à l'endroit de la population du Nord. Cette résistance n'a pas commencé seulement à Gao. Il y a eu une première marche à Tombouctou et les jeunes de Tombouctou, à travers notre structure qui est là-bas aussi, sont en train de se manifester, de se mobiliser.
Pour ce qui est d'éventuels déploiements de la troupe de la CEDEAO au Mali, le colonel-major Yamoussa Kamara se prononce. D'accord pour l'intervention de la CEDEAO, mais pas dans n'importe quelle condition. On a fait appel aux pays contributeurs de troupes. Les gens ont fait des propositions. Qui est une compagnie, qui est un bataillon là-bas, il y en a même qui ont proposé des avions. Pour qu'ils soient à un niveau, ces pays-là, pour la plupart, souhaiteraient profiter de cette opportunité qui est créée pour recevoir des financements, remettre les unités à niveau et ensuite seulement, et même ce n'est pas tout. Quand ils vont recevoir cet accompagnement d'un partenaire stratégique pour remettre les unités à niveau, ils ont besoin aussi d'un partenaire stratégique pour faire de la projection, c'est-à-dire pour prendre les troupes de chez eux au Mali. Tout ça, ça prend énormément de temps. Le Conseil national de la jeunesse du Mali et l'Union nationale des femmes musulmanes du Mali entendent rapprocher toutes les bonnes volontés pour que le Mali retrouve son unité. Toutes nos excuses pour la mauvaise qualité de ces images. Cette déclaration, la Ligue islamique des chefs spirituels du soufisme au Mali exhorte toutes les parties prenantes à un consensus dynamique pour la désignation d'un président de la transition dans l'intérêt supérieur de la nation malienne. Des membres du Haut Conseil islamique sont au nord du pays pour apporter assistance aux populations. Cette semaine, après Tombouctou, les régions de Kidal et de Gao ont reçu une importante quantité de vivres et de produits pharmaceutiques. Kidal a reçu 50 tonnes de dons et Gao 70. Le geste a été salué par les notabilités des deux régions. Le récit de nos envoyés spéciaux, Mohamed Diarra et Abdul Salam Bambara. Nous sommes lundi 14 mai 2012. La caravane humanitaire arrive à Douanzan, destination et Kidal. Bien escorté, le convoi prend la direction des régions concernées. 6 escales entre Douanzan et Gao. Le trajet Douanzan-Gao aura donc duré 48 heures. Le jeu en valait la chandelle puisqu'il s'agissait pour la mission d'apporter des vivres aux populations des régions du Nord qui vivent dans le dénuement total. Je pense que la mission a été une réussite. Donc, depuis le début jusqu'à maintenant, par rapport aux localités visitées, nous avons fait Kidal et puis Gao. À Gao, on a donné à peu près 70 tonnes de vivres et à Kidal, on a donné à peu près 50 tonnes. Gao est 70 tonnes de soro, Kidal est 50 tonnes de soro. Les 70 tonnes de vivres destinés à la région de Gao sont déchargées et bien stockées. Ce terrain de solidarité est réconfortant selon les bénéficiaires. Cap est mis sur Kidal à environ 400 km de Gao. Les obstacles sont franchis, mais le calvaire commence pour les journalistes. La presse a été superbement mise à l'écart, sous surveillance sécuritaire. Les journalistes n'étaient pas aussi les bienvenus à la cérémonie de distribution des 50 tonnes destinées à la région de Kidal. Pour le Haut Conseil islamique, l'essentiel est fait. Le coup d'essai aura été un coup de maître. Ce couloir humanitaire rassure la population qui vit dans la détresse depuis près de 2 mois. Elles sentent le soutien de l'État à leur côté. Nous restons dans la même zone. L'école et la santé sont 2 secteurs clés du développement. Depuis l'occupation des régions du nord de notre pays, les 2 secteurs subissent les conséquences de cette situation dramatique. À Gao, par exemple, quelques 3000 élèves suivent des cours encadrés par 200 enseignants. À Kidal, l'école ne fonctionne même pas. Quant aux structures sanitaires, elles reprennent leurs activités très timidement. Retrouvons nos envoyés spéciaux sur place, Mohamed Diarra et Abdul Salam Bambara. Difficile reprise des activités dans les villes de Kidal et Gao, tombées entre les mains des assaillants. Près de 50% des populations sont déplacées. Conséquence, les villes tournent au ralenti. Les commerces ne bougent pas, les magasins sont fermés. Pratiquement aucune activité. Le commerce n'existe pratiquement pas. 40 à 50% de la population, ils ont fui la ville, ça c'est une réalité. Ils sont quelque part, il y en a qui sont réfugiés vers le sud, il y en a qui sont partis avec les pays voisins. C'est ça la situation, c'est une situation très difficile. À Kidal, l'école est fermée. Par contre, à Gao, les candidats aux examens suivent les cours. Nous avons constaté qu'il y a beaucoup de volontaires
enseignants qui sont restés sur place. À Gao, ils sont plus de 200 enseignants qui sont encore sur place, qui dispensent des cours pour plus de 3000 élèves dont vous avez aussi des élèves qui doivent faire des examens, le bac et le DEF. Et aujourd'hui, la crainte réellement que ces élèves et ces enseignants nous demandent de remonter, c'est de savoir est-ce qu'ils vont pouvoir passer les examens. La caravane humanitaire a permis la reprise des activités dans les centres de santé. Les hôpitaux de Gao et Kidal ont reçu d'importantes quantités de produits pharmaceutiques. Les médecins volontaires ont fait le déplacement à Gao pour appuyer l'équipe sur place. Pendant notre séjour, il y a eu ce qu'on appelle à peu près plus de 3 interventions chirurgicales qui ont été menées à bien. Et notre objectif, c'était de venir d'appuyer l'équipe médicale qui a été restée en place pour soigner les populations. Et le deuxième objectif de notre visite aussi à Gao, c'était de montrer à tous ces médecins, à tous ces personnels sanitaires qui hésitaient encore à rejoindre ce qu'on appelle leur poste dans les régions nord de notre pays, pour les prouver, c'était de les prouver que vraiment l'insécurité qu'on parle tant, tel n'était pas le cas. Nous avons bien travaillé dans... À Kidal, la presse a été interdite de faire des images. Le centre de santé de référence est géré par un pharmacien de formation. Ce sont seulement une dizaine de personnes qui assurent le service. C'est dans ce cadre qu'une mission s'est rendue à Kidal pour recenser les besoins de la structure. Face à cette situation, les populations restées prennent leur mal en patience. Plus les jours passent, la situation se complique. Problèmes d'école et de santé à Kidal et à Gao et problèmes d'électricité et d'eau à Tombouctou. Vous l'avez vu hier dans notre édition de 20h. La situation au nord est critique. Direction Ségou, la région enregistre de nos jours 3630 personnes déplacées du nord du Mali. Le gouvernement malien entend leur apporter une assistance humanitaire dès demain dimanche. La remise des dons aura lieu à la Chambre d'agriculture de Ségou. En attendant cette remise, notre reporter Kandé Silla est allé rencontrer quelques familles de déplacés. Comment vivent-ils à Ségou? La réponse dans ce reportage. Ils sont environ 3630 personnes déplacées du Nord Mali officiellement recensées dans la région de Ségou. Ces déplacés, dont 1600 dans la seule capitale régionale, vivent pour la plupart dans des familles d'accueil à travers les différents quartiers de la ville. Dans le quartier de Pelengana Sud, la maison 790 abrite la famille de Maïmouna Samake, commerçante de Menaka. Maïmouna s'est retrouvée dans ce quartier suite à la crise du Nord avec une vingtaine de personnes composées de ses filles et petites filles. C'est un problème de l'attaque de Menaka qui m'a fait arriver ici. Sinon, je ne devais pas venir ici. J'ai accueilli 15 enfants chez moi. Ce sont des enfants des sœurs, des petits-enfants des sœurs. Je ne peux pas dire que ça ne me cause pas de problème. L'économie que je faisais avant, je ne pouvais pas le faire, mais je suis obligée. Face au nombre de plus en plus croissant de déplacés, les structures techniques et autres associations œuvrent pour leur prise en charge efficiente. Les chefs de quartier, nous les avons rapprochés. Les imams de la ville, nous nous ont rapprochés. Ils nous ont tous dit qu'il n'y aura pas de problème parce que nous sommes tous des Maliens. Et aucun Malien ne va arriver à Ségou sans être logé. Nous sommes à peu près à près de 4000, 3000 et quelques personnes qui ont été recensées dans la région de Ségou. Donc aujourd'hui, il n'y a aucun problème. Nous avons procédé pratiquement par ménage. Et nous recensons les noms, prénoms, âge et provenance et le nom du tuteur qui reçoit. Au niveau de l'éducation, les élèves et étudiants déplacés suivent normalement les autres camarades. Au lycée Michel Allaire, 35 élèves sont inscrits, dont 19 bacheliers. On commence à s'adapter. Pour un début, ça va. On ne se plaint pas trop, mais quand même, on s'inquiète pour ceux qui sont restés là-bas, qui ne sont pas en mesure de se déplacer. Bon, je me sens quand même à l'aise avec le cours de rattrapage et les maîtres. Les professeurs m'aident beaucoup à faire des choses parce qu'on était en retard au niveau de beaucoup de leçons. Bon, ils ont pu faire quelque chose pour organiser les cours de rattrapage au niveau des établissements. Bon, je puis suivre les cours, bon, ça va maintenant. Malgré ce filet de sécurité et le giron de la solidarité nationale, matérialisé par des dons et autres assistances alimentaires,
l'heure doit être au sursaut national. Rien ne vaut la paix, quoi. Si la paix revient au nord, ça nous fera plaisir. Les dons et autres, là, ça ne finit pas, mais ça ne résout pas le problème. En attendant, lecture de Coran et prières se multiplient pour implorer le bon Dieu pour le retour de la paix définitive au Mali. Précisons que le gouvernement du Mali apportera une assistance humanitaire dès demain aux déplacés de Ségou. Ce communiqué apporté à votre attention, l'Observatoire des droits humains et de la paix, ODHP, exprime sa vive préoccupation face aux attaques graves et répétées contre les journalistes et la liberté de la presse au Mali. L'ODHP réaffirme que la liberté de la presse est un droit fondamental, chèrement acquis par le peuple malien et s'inscrit en bonne place dans les engagements internationaux du Mali. Dès lors, sa défense et sa protection incombent à tous les détenteurs de l'autorité de l'État. C'est vrai que ce n'est pas évident pour les journalistes en ce moment, vous l'avez remarqué dans les reportages de nos envoyés spéciaux à Gao et à Kidal. Et puis cet autre communiqué apporté à votre attention, l'Observatoire des droits humains et de la paix, ODHP, note avec satisfaction les multiples initiatives en faveur de nos compatriotes vivant dans les régions occupées. Ces initiatives ont permis de mobiliser de nombreux dons pour soulager leurs souffrances. Toutefois, pour garantir la visibilité et la traçabilité de ces dons, mais surtout la cohérence et l'efficacité dans l'action, l'ODHP demande aux autorités une meilleure coordination des actions humanitaires. Retour dans le district de Bamako, le club anti-sida du quartier Sans Fil de Bamako vient d'organiser une journée de dons de sang. L'acte humanitaire vise à récupérer un nombre important de poches de sang pour venir en aide notamment aux blessés civils et militaires qui sont dans le besoin. Le club anti-sida du quartier Sans Fil entend entreprendre cette même action dans toutes les communes du district de Bamako. Les cadres et militants du Rassemblement pour le Mali, RPM, étaient en conclave ce matin au CICB. Naturellement, il a été question de la situation actuelle du pays. Le RPM propose la tenue d'un cadre de concertation nationale avec toutes les forces vives du pays pour une sortie de crise. Reportage de Agali Agissa. La situation socio-politique qui traverse le Mali interpelle tous les citoyens. C'est pourquoi les militants du Rassemblement pour le Mali, RPM, et les partis alliés ont organisé cette rencontre pour se prononcer sur les difficultés de l'heure. La situation actuelle reste marquée par l'occupation des 3 régions du Nord, soit les 2 tiers du pays par des groupes armés et les divergences politiques autour de la présidence de la transition. Chacun d'entre nous dans ce pays qui a l'âme un temps soit peu patriotique survit depuis la plongée de notre pays dans une tragédie cauchemardesque, et ce, depuis Agalok. Une véritable course contre la montre nous est désormais imposée par un biais ou un autre, et il nous faut retrouver notre unité nationale et recouvrer notre souveraineté territoriale. Il ne sert à rien de continuer à rappeler nos mises en garde incomprises. Aujourd'hui, rien d'autre que notre dignité et notre honneur à retrouver n'a d'importance. Rien d'autre. C'est pourquoi, plus que jamais, seul le Mali devrait compter. Les débats ont permis de faire une meilleure lecture de l'accord cadre du 6 avril 2012 et les intervenants n'ont pas manqué de proposer des solutions aux difficultés identifiées. Le RPM se reconnaît dans l'accord cadre et adhère à l'initiative de la tenue des concertations nationales pour désigner le président de la transition. Le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche a visité ce matin l'usine de production d'aliments poissons et la ferme piscicole du promoteur Boubacar Diallo. Les 2 structures marchent normalement, mais souffrent du retard accusé par l'État pour enlever les 2000 tonnes de granulés et les 1 500 000 alevins. Des commandes pour plus de 400 millions de francs CFA que le ministre s'est engagé à honorer. Le compte rendu avec Boubacar Sissoko.
Pour jeter les bases du développement durable, il faudrait que l'État soutienne et accompagne les initiatives privées. Boubacar Diallo, le promoteur de l'usine d'aliments de poissons et de la ferme piscicole, fait partie de cela à être soutenu. C'est pourquoi le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, Moussa Léo Sidibé, s'est déplacé pour visiter les réalisations de Boubacar Diallo. La visite a commencé par l'unité de production d'aliments poissons pour s'achever à la ferme piscicole à Tania, au niveau du périmètre irrigué de Bagneda. Dans ces deux structures, le problème est relatif à l'enlèvement par l'État de ses commandes d'alevins et d'aliments de poissons. Une commande estimée à environ 400 millions de francs CFA. La commande s'inscrit dans le cadre du programme d'urgence pour la sécurité alimentaire dans les régions déficitaires. On avait une commande de l'État de 1 million, à peu près 1,5 million d'alevins qu'on a produits, mais on était contraint de les élever, puis avec les problèmes, on n'a pas pu les livrer. Donc on est contraint à les grossir. On a à peu près plus d'1 million de poissons dans la ferme à nourrir tous les jours. On a besoin de l'aide de l'État aujourd'hui, des institutions financières, pour vraiment parvenir à grossir nos poissons. Dans le cadre de l'atténuation des effets de la sécheresse de la campagne dernière, l'État avait contracté l'achat d'alevins pour permettre d'empoissonner les étangs des régions du Nord et permettre aussi de réduire l'insécurité alimentaire qui sévit dans ces zones-là. Alors le contrat a connu un début d'exécution et comme vous l'avez si bien dit, l'État est une continuité. Tous les engagements pris par l'État seront respectés. Malgré ces difficultés, le promoteur entend honorer ses engagements. Boubacar Diallo compte combler les attentes, c'est-à-dire mettre à la disposition des pisciculteurs 7 à 10 millions d'alevins composés de tilapia ou ntébé et de clarias ou manogo. Avant de quitter, Moussa Léo Sidibé a rencontré le personnel de l'office du périmètre irrigué de Baguineda. Une occasion de rappeler aux agents de l'OPIB les missions assignées au gouvernement de transition. Il leur a également demandé de s'impliquer durant cette campagne agricole pour une plus grande production de céréales. L'OPIB, à titre de rappel, a réalisé 17 000 tonnes en 2011 pour une prévision de 15 000 tonnes de céréales. Accueille le projet eau et assainissement de Tabakoto dans la commune rurale de Dialafara vient d'être lancé pour la première fois. Le projet devra améliorer entre autres l'accès à l'eau potable ou encore améliorer la qualité de l'éducation à travers la réalisation d'infrastructures. Le projet est financé par la Croix-Rouge malienne en partenariat avec la Croix-Rouge espagnole. Le reportage, lui, est de Jafar Aïdara. Ce lancement du projet eau-assainissement de Tabakoto phase 3 dans la commune rurale de Dialafara permettra d'améliorer l'accès à l'eau potable et lutter contre la souffrance humaine dans le cercle de Kenyeba. La Croix-Rouge est un partenaire vraiment très important pour nous. Il nous aide sur tous les plans, éducation, santé, hygiène, assainissement. Il ne demande pas de quote-part à la mairie. Donc c'est un projet exemplaire. Aujourd'hui, je suis vraiment émerveillé, je suis ému. Au cours des 2 ans que durera le projet, la Croix-Rouge injectera plus de 300 millions de francs CFA dans la construction des salles de classe, la construction des latérines, la réalisation des pompes d'eau, l'aménagement des périmètres irrigués et l'équipement des populations en matériel maraîcher dans les villages de Araba, Djanko, Colombo et Kenyi dans la commune rurale de Dialafara. Au départ, on a pris 3 communes, la commune de Dialafara, la commune de Sitakili, la commune de Kassama. Cette phase, on va faire les réalisations. Mais les villages bénéficiaires de la deuxième phase ne vont pas bénéficier des réalisations. Ils vont juste bénéficier du renforcement des capacités locales et des activités IEC-CCC. Lors de la phase 2, la Croix-Rouge a eu à réaliser 2 blocs de salles de classe équipés dans les communes de Dialafara, Kassama et Sitakili, 3 forages positifs et un périmètre à Netekoto, 60 latrines VIP pour plus de 200 millions. Compte tenu des résultats que nous avions eus lors de l'évaluation que nous avions faite au niveau de la phase passée, nous avions vu quand même qu'il y a une nette amélioration par rapport aux conditions de vie. Donc les pratiques d'hygiène et d'assainissement que nous avions voulu bien instaurer au niveau des villages, nous avions vu que vraiment ça a apporté un impact très probant dans la communauté. À la fin de la cérémonie de lancement du projet, les autorités municipales ont remis des diplômes de reconnaissance aux responsables de la Croix-Rouge et ont élevé le coordinateur de la Croix-Rouge, Antenne de Caille, au rang de citoyen d'honneur de la commune rurale de Dialafara. Ici à Bamako, les agents du ministère des Sports et ceux du ministère chargé de la Jeunesse ont validé la 12e revue des projets
et programmes et du budget. C'était hier au cours d'un atelier de 2 jours au stade du 26 mars. L'essentiel de l'atelier avec Fademba Keita. Ils ont évalué et validé la 12e revue des projets programmes et la revue budget programme 2011. Ils, ce sont les représentants du ministère des Sports, de celui en charge de la jeunesse, de la cellule de planification et de la statistique, des services centraux des 2 ministères. Ces travaux de 2 jours ont été organisés par le gouvernement du Mali et ses partenaires techniques et financiers. C'est pour mieux s'assurer l'exécution, du suivi et évaluation des projets programmes et projets sectoriels basés sur l'organisation des revues. Ces revues ont pour objectif d'assurer le suivi et l'exécution des politiques de développement du gouvernement, d'établir une cohérence entre le budget d'État et les orientations du cadre stratégique pour la croissance et la réduction de la pauvreté, de donner aux partenaires au développement une vision à moyen terme des interventions publiques. Pour l'atteinte de ces objectifs, les 2 départements sollicitent un travail en amont des facilitateurs de la Direction nationale de la planification et du développement et de ceux de la Direction nationale du budget. Les agents du budget viennent en appui pour qu'ils élaborent le budget programme. Et c'est les experts également de la cellule de planification et de développement qui viennent en appui à cette commission restreinte pour l'élaboration des projets programmes. Les conclusions et recommandations auxquelles nous sommes parvenus permettront de faire face aux nombreux défis auxquels les départements de la jeunesse et les départements des sports sont confrontés. De ces défis, on peut retenir notamment la promotion et le développement du sport et de l'éducation physique, l'insertion socio-économique des jeunes et la formation des cadres sportifs et des jeunes talents. Les acteurs présents à la rencontre jugent ce document capital pour les 2 départements. Cependant, ils invitent les autorités à procéder à des contrôles et évaluations périodiques et veiller à l'élaboration des projets programmes fiables et faire un plaidoyer auprès des partenaires techniques et financiers. Des moustiquaires et des kits de lavage des mains ont été remis hier vendredi à la population de Niamakoro, un geste de l'ONG Right to Play et ses partenaires. La cérémonie de remise a été suivie par Tiemoko Konaté. Le paludisme est une maladie endémique qui touche bon nombre de personnes à travers le monde, notamment les femmes enceintes et les enfants de 0 à 5 ans. Pour atténuer les taux de prévalence et de décès, la communauté internationale a institué la Journée mondiale de lutte contre le fléau, célébrée le 25 avril de chaque année. Cette distribution de moustiquaires imprégnés et des kits de lavage des mains à la population de Niamakoro s'inscrit dans ce cadre. Elle est organisée par l'ONG Right to Play et ses partenaires. Ces gestes humanitaires constituent un appui au gouvernement dans ses efforts d'amélioration de la santé de la population. La cérémonie de remise a été marquée par des communications et des sketchs de sensibilisation sur les règles d'hygiène. Voilà, c'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain à 20h pour une autre édition. Mais avant, à 13h, retrouvez Aïssata Ibrahim Maïga. Merci de votre fidélité. Passez de bons moments sur l'ORTM.